à tous, aujourd'hui on va vous parler de la différence entre un éducateur et un comportementaliste parce que c'est vrai qu'on se pose souvent la question qui fait quoi et quand on a quelques soucis avec son chien, qu'on ne sait pas comment les résoudre, on ne sait pas à qui s'adresser. Je vous présente Audrey Fraisier qui est éducatrice comportementaliste qui est implantée donc en Lorraine à Dombasle-sur-Meurthe et qui aide tous les jours des propriétaires de chiens à vivre de mieux en mieux avec leur animal. Audrey, alors est-ce que tu peux nous parler de ta formation et puis ton parcours un petit peu? Oui, donc moi je suis donc éducateur canin et comportementaliste. J'ai suivi plusieurs formations par le biais d'organismes de formation privés, puisque c'est un métier qui est en évolution et aujourd'hui il existe beaucoup d'organismes de formation et pour l'instant peu de diplômes, puisque le métier de comportementaliste est reconnu depuis un an à peine. Enfin, il y a un diplôme. Il y a un organisme de formation qui délivre un diplôme d'État depuis un an. Et moi j'étais formée il y a 3 ans. Donc voilà, l'organisme par lequel j'étais passée ne délivrait pas de diplôme d'État. D'accord, donc c'est vraiment une formation qui est extrêmement récente en termes de diplôme, mais c'est pas pour autant que les gens qui sortent de là sont pas compétents. Non, alors il existe plusieurs organismes de formation en France avec des formations plus ou moins longues, plus ou moins sérieuses. De toute façon, c'est tellement un métier qui est en perpétuelle évolution parce que l'éthologie canine est quand même une science récente, que c'est important de continuer à se former. Et il y a de plus en plus d'intervenants à l'échelle internationale qui proposent des formations, des séminaires, des conférences pour justement approfondir certaines problématiques sur le comportement du chien, comme les chiens agressifs avec leurs congénères par exemple, le chien stressé, le chien peureux. Donc c'est important en fait de se former en continu. Oui. Et moi en ce sens, depuis que j'ai mis un pied dans ce métier, donc il y a 3 ans maintenant, je continue à me former de manière régulière auprès d'intervenants donc à l'international. Puisqu'on a la chance en France d'avoir quand même des organismes qui font venir des personnes des États-Unis, du Canada, de Suisse, etc. pour proposer justement une formation continue aux professionnels ou même aux propriétaires de chiens désireux d'en savoir un petit peu plus. D'accord. Et alors du coup, moi je me pose cette question, mais peut-être que vous aussi, quelle est la différence entre un éducateur canin et un comportementaliste? Et est-ce qu'il y a une différence? Alors oui, il y a une différence. Alors la frontière est assez mince. Moi je vais élargir un petit peu et parler même du dresseur pour vraiment faire la différence. Oui. Donc les métiers du chien sont nombreux, donc on va trouver le dresseur de chien. Donc aujourd'hui beaucoup de personnes font appel à un éducateur canin en utilisant le terme de dresseur. Moi tous les jours des gens m'appellent en me disant au secours j'ai besoin de dresser mon chien, alors que c'est pas toujours tout à fait du dressage dont ça relève. Le dresseur c'est un professionnel qui va dresser un chien pour certaines tâches. Quand on fait un travail sur du chien de chasse, quand on fait un travail sur du chien de troupeau, quand on voit les chiens qui font de la recherche utilitaire de personnes en décombres, donc les chiens de gendarmerie, de sapeurs-pompiers, c'est des chiens qui suivent un programme de dressage. Ils ont besoin d'être capables de répondre à des tâches bien spécifiques et ce sont des chiens de travail. Aujourd'hui, quand on parle de dressage pour le chien de compagnie, on va plutôt utiliser le terme éducation, qui est un petit peu plus édulcoré et qui est en plus beaucoup plus approprié puisque le dressage, c'est donner aux chiens des aptitudes pour répondre à certains besoins, pour effectuer certaines tâches. Or, les propriétaires de chiens qui vivent à la maison avec leurs compagnons ont besoin d'avoir un chien qui soit plutôt éduqué. C'est-à-dire un chien qui soit agréable à vivre au quotidien, qui soit capable de se conformer à nos demandes, c'est-à-dire rester seul quelques heures par jour quand on est au travail. Un chien qui soit agréable à vivre en extérieur, qui fasse pas trop de dégâts, etc. Ma conception à moi, mais je pense que beaucoup la partagent, de l'éducation canine, c'est allier confort, sécurité et plaisir. Voilà, c'est-à-dire qu'on doit avoir un quotidien qui soit agréable avec son compagnon, pouvoir le laisser à la maison sans dégâts, pouvoir avoir un chien propre, pouvoir faire des promenades où on va pouvoir détacher le chien, qui puisse se défouler, qui puisse s'amuser, mais savoir qu'on va pouvoir le rappeler quand on en a besoin, que tenir le chien en laisse ne soit pas un calvaire, que le chien soit capable de s'asseoir et de se tranquilliser quand on lui demande d'attendre et de rester calme. Donc ça, c'est plus l'éducation, c'est-à-dire bien vivre avec son chien et effectivement avoir des bases de dressage, d'éducation, de conditionnement pour pouvoir avoir un petit peu de contrôle sur son chien en cas de besoin. Voilà. Donc après, le métier d'éducateur canin, c'est un métier d'accompagnement pour les propriétaires de chiens pour faire acquérir des bases à leurs chiens. Donc l'éducateur canin, il va faire des apprentissages aux chiens et transmettre aussi son savoir au propriétaire pour que le propriétaire puisse faire à son chien des apprentissages pratiques, tels que le assis, couché, pas bouger, la marche au pied, le rappel.
et éventuellement des petits tours si ça peut amuser les propriétaires. Ça, c'est sympa, ça. On peut leur apprendre des tas de choses. Et les missions des éducateurs canins aussi sont de faire un travail à titre préventif dans l'accompagnement du propriétaire et de donner des conseils sur l'acquisition de la propreté, sur la gestion du jeune chien à la maison, etc. Oui. Voilà. Le comportementaliste, la différence avec l'éducateur canin, c'est que lui, il a une formation un petit peu plus scientifique avec notamment un petit peu de psychologie humaine, de communication humaine. Humaine, t'as dit. Humaine, j'y reviendrai. Et une formation en éthologie canine. En gros, le comportementaliste, c'est un spécialiste du comportement du chien, donc il y a une maîtrise, une connaissance approfondie du répertoire comportemental du chien. Donc tous ses comportements, comment le chien y communique, etc. Et il a également, donc, comme je disais, une formation pour pouvoir communiquer avec l'humain. Parce que le comportementaliste, il a une approche qui est une branche de la psychologie humaine, il a une approche systémique. C'est-à-dire qu'il va prendre en considération un système, un groupe. Si on prend une famille, le comportementaliste va travailler sur le système familial, c'est-à-dire les différents membres de la famille, les différents membres qui composent la famille, avec le chien évidemment, et l'environnement de vie, le contexte, les lieux et tout ce qui peut se passer dans ce système-là. Donc le comportementaliste, lui, il intervient un petit peu à titre préventif comme l'éducateur canin pour donner des conseils, pour bien démarrer la relation, pour faire les apprentissages basiques, mais il intervient surtout à titre curatif en fait quand il y a des difficultés. Voilà. Donc on peut avoir des difficultés de toutes sortes, le chien qui est destructeur, est malpropre, qui a du mal à gérer la solitude et qui vocalise, le chien qui aboie de manière excessive ou qui pleure toute la journée. On peut avoir des problèmes d'agressivité au sein du foyer, c'est-à-dire le chien qui est agressif avec ses propriétaires ou d'agressivité à l'extérieur, le chien qui n'est pas à l'aise avec les individus inconnus, les humains, les autres chiens. On peut avoir des problèmes de peur, on peut avoir aussi des comportements un petit peu plus particuliers, un petit peu plus gênants, comme des comportements qu'on va appeler autocentrés. Le chien par exemple qui se mutile, qui se lèche la patte jusqu'à avoir des plaies de léchage, ça c'est ce qu'on appelle des comportements autocentrés, qui sont des manifestations en fait liées à un état d'anxiété chez le chien. C'est ça. Donc le comportementaliste, il va vraiment mener une investigation très poussée, qui va lui demander des connaissances, comme je disais, en éthologie canine, mais aussi un sens de l'observation, beaucoup, un sens de l'écoute, et puis une approche aussi individualisée et adaptée. D'où la nécessité d'être un peu formé en communication aussi, parce que on peut être très intrusif dans cette démarche. Il y a des gens qui n'accepteraient pas qu'on vienne les analyser comme ça, parce qu'a priori ils sont aussi analysés. Bien sûr, c'est ça. On est analysé dans toute notre façon de vivre en fait. La façon de vivre, la façon de se comporter à l'instant T avec le chien. Puisque chaque comportement produit par le chien est un comportement adaptatif et donc une réponse au comportement de l'humain et à un environnement. Donc quand on veut changer le comportement d'un chien, on ne va pas agir sur le chien. Et c'est là toute la différence entre le comportementaliste et l'éducateur canin. C'est quand on est éducateur canin et qu'on veut apprendre à un chien à se mettre assis sur demande, parce que le chien sait s'asseoir tout seul évidemment, mais quand on va lui apprendre à s'asseoir sur demande, on va agir sur le chien. Directement. Quand on a un chien qui a des problèmes de gestion de la solitude, par exemple, et que ce chien est très anxieux lorsqu'il est seul et que ses propriétaires s'en vont, on ne va pas travailler sur le chien. On va travailler sur les habitudes des propriétaires, on va travailler sur le système relationnel dans lequel évolue ce chien-là et sur les habitudes effectivement des propriétaires. Voilà. On a toujours plusieurs leviers d'action, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une réponse à un comportement, sinon ce serait trop facile. Et puis les comportementalistes n'auraient pas lieu d'être puisqu'il y a des conseils partout sur Internet et dans les livres. C'est du personnalisé à chaque fois. En fait. C'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment mener une enquête, mais une enquête qui sera toujours unique et des conseils apportés qui seront toujours individualisés et spécifiques. Même si on retrouve des problèmes de comportement qui sont assez fréquents. Alors, un des problèmes les plus courants, c'est les destructions. Moi, j'ai des coups de fil tous les jours pour des problèmes de destruction à la maison. Et je ne vais jamais apporter 2 fois les mêmes conseils. Parce que chaque chien est unique, chaque propriétaire est unique et chaque système, donc par extension, est unique également. Voilà. Et on ne peut pas donner une réponse effectivement toute faite tout de suite pour satisfaire la personne qui appelle à l'aide. Il faut effectivement faire ce travail de recherche et d'analyse et c'est peut-être difficile à comprendre quand on appelle tout de suite et qu'on veut une réponse et presque une solution miracle.
est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça, justement? Oui, alors en fait, il y a énormément, c'est le problème, j'allais parler du collier anti-aboiement par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui voient comme problème en fait le symptôme comportemental, c'est-à-dire la manifestation du problème. Si moi j'ai le chien de mes voisins qui aboie toute la journée, je vais dire mais ce chien-là il est infernal, ils peuvent pas faire quelque chose, lui mettre un collier, etc. Il fait que d'aboyer. Ça c'est la nuisance, c'est ce que les gens vont pouvoir noter. Sauf que du point de vue du comportementalisme, les aboiements c'est pas le problème. Les aboiements c'est la manifestation d'un problème. Si on veut régler ça de manière durable, c'est important de faire un travail d'investigation et comprendre ces aboiements-là, qu'est-ce qu'ils traduisent. Donc si on met simplement un collier anti-aboiement à un chien qui aboie, peut-être qu'il va cesser d'aboyer, mais on n'aura pas réglé le problème à la source. Donc ce chien qui se contentait d'aboyer, avec un collier anti-aboiement, il va peut-être cesser d'aboyer parce qu'un inconfort va venir l'empêcher de le faire. Simplement, son stress ou sa frustration ou son anxiété est toujours présente, sont toujours présents, et il va donc développer de nouveaux comportements adaptatifs. S'il a besoin d'évacuer son stress, il ne peut plus aboyer, ce qui était son moyen préférentiel de le faire, peut-être que ce chien-là va se mettre à détruire. Ou s'automutiler, comme tu disais tout à l'heure. C'est ça. D'où l'apparition de nouveaux comportements qu'on ne comprend pas forcément. Et il y a qu'en remontant à la source qu'on peut ensuite pouvoir mettre en place les bonnes résolutions. C'est tout à fait ça. D'accord. Et comment on fait le tri dans les comportementalistes? Parce que, je veux dire, comme dans tous les métiers, il y a des gens très compétents, il y en a d'autres qui sont moins compétents. Comment on peut faire effectivement le tri et s'adresser à la bonne personne? Alors déjà, ce qui est important, moi c'est mon ressenti, c'est un petit peu comme dans tous les domaines, c'est d'utiliser les réseaux. Le bouche à oreille, si on a un voisin, un ami qui a été satisfait du travail d'une personne, à ce moment-là, il ne faut pas se priver de contacter cette personne, de demander à son vétérinaire, parce que la plupart des comportementalistes établissent des partenariats avec des vétérinaires. Donc un vétérinaire qui engage sa responsabilité d'une manière indirecte, évidemment, mais en donnant le nom d'un professionnel, il le recommande. Voilà, s'il le recommande, on peut s'y aventurer sans trop d'appréhension. Après, il existe des réseaux professionnels. Moi, je fais partie du réseau professionnel Vox Animae, par exemple. C'est un réseau professionnel qui recense, qui répertorie des professionnels spécialistes du comportement du chien, de l'éducation du chien et même du comportement du chat. Donc, sur le site internet en ligne, on peut trouver la carte du réseau professionnel. Et puis, il y en a d'autres. Il existe des syndicats, il existe des regroupements qui ont pour but justement de rassembler des professionnels du secteur qui ont, on va dire, les mêmes principes de travail et qui vont adhérer à une charte. Voilà. D'accord. Oui, parce donc ça se structure, en fait, il y a un réseau qui petit à petit se structure, ou plusieurs réseaux, et qui permettent de garantir une certaine qualité d'intervention. C'est ça. C'est ça. Okay. Après, la différence aussi fondamentale entre éducateur canin et comportementaliste, ça va être les méthodes. C'est-à-dire qu'un comportementaliste n'est pas censé travailler directement sur le chien. Aujourd'hui, en éducation canine, on voit encore de grands courants. C'est jamais ni tout blanc ni tout noir, mais on a des éducateurs canins qui sont encore dans des méthodes dites traditionnelles et qui vont finalement exiger des choses du chien sans se poser la question de la motivation qu'il peut y avoir derrière à exécuter la tâche, si vous voulez, parce qu'ils partent du principe que le chien doit obéir. À partir du moment où le chien doit obéir, on va utiliser des méthodes qui s'apparentent quand même à de l'intimidation, parfois même un petit peu du rapport de force, où le chien il va nous donner ce qu'on attend de lui par évitement. Par évitement de la punition, par évitement de la sanction. Quand je dis punition ou sanction, c'est pas forcément de la violence, mais en tout cas on a des chiens qui vont être dans l'évitement de quelque chose de négatif. Et on a un courant un petit peu plus moderne qui serait, qu'on pourrait appeler le renforcement positif ou des méthodes dites positives, où là on va avoir des éducateurs canins qui vont faire en sorte de travailler avec le chien de manière à utiliser des vraies motivations. Si on a un chien qui est joueur, si on a un chien qui est gourmand, si on a un chien qui aime le câlin, on va pouvoir adapter notre approche à ce chien-là et faire en sorte de travailler sur un donnant-donnant. Oui, c'est un beau partenariat ça aussi, c'est donnant-donnant. Lui dire, moi j'aimerais bien t'apprendre cette chose-là, il faut que j'arrive à être intéressant aussi, si je veux te faire cet exercice. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile parce que ça nous demande à nous, professionnels, d'utiliser plus notre tête que nos bras. C'est sûr. Voilà, donc du coup, c'est travailler à la motivation du chien et récompenser le chien. Et quand on travaille comme ça, ce qui est génial, ça demande de la patience, évidemment, mais ce qui est super, c'est qu'on a un chien qui va nous donner plus que ce qu'on attend.
C'est un petit peu comme dans le cadre professionnel. Si dans son entreprise, on a un patron qui est autoritaire, voire dans l'autoritarisme, qui n'est pas du tout sympa, pas agréable, pas conciliant, on va regarder la montre 5 minutes avant. Voilà, il sera à 16h55. Si on a un courrier à commencer, on va dire oui, c'est ça, ça pourra attendre demain. Voilà. On ne va pas s'investir plus que ça. Alors que si on a une bonne ambiance au travail, qu'on a un patron qui nous valorise, qu'on a le sentiment d'être récompensé pour nos efforts, et ben, il sera 5h moins 5, on va se dire c'est pas grave, je fais 10 minutes de plus, je le fais avec plaisir au final. Oui, on y met du cœur à l'ouvrage. C'est exactement ça. Ça marche mieux pour tout le monde et tout le monde est content. Et même peut-être les résultats seront encore plus rapides au final, non? Alors, moi je dis toujours, c'est commencer doucement pour aller plus loin. C'est-à-dire qu'on peut avoir le sentiment, si on parle en nombre de séances d'éducation, on peut avoir le sentiment de faire 2-3 séances et puis de stagner un petit peu au début, même si les propriétaires, eux, partent avec des clés très précieuses et ce qui est très important. Mais en pratique, sur le chien, on ne va pas forcément avancer très vite au début, mais c'est le temps nécessaire à poser des bonnes fondations. C'est ça qui est essentiel. En fait, dans l'éducation du chien ou la rééducation, si on parle du travail du comportementaliste, c'est déjà aussi faire une formation du propriétaire. Donc on ne va pas forcément agir tout de suite sur le chien. Et c'est là qu'on pose des bases qui sont vraiment solides. Moi, je dis toujours, si on construit une maison sur un seul meuble, peut-être qu'elle va être construite très vite. On va dire, oh, dis donc, cet entrepreneur, il travaille vite et bien, mais qu'est-ce qu'il en sera dans 10 ans? C'est ça. Alors que si on prend le temps de faire des fondations solides, eh ben, on a une maison qui tiendra bien plus longtemps. Ah oui. Et après, effectivement, on n'a peut-être pas forcément toute la patience qu'il faudrait donner parce que quand on arrive chez un comportementaliste, on en a souvent jusque-là. On veut effectivement des résultats rapides et on lui donne presque une exigence. Enfin, on a une exigence envers lui qui est peut-être colossale, quoi. Alors qu'au final, effectivement, il faut commencer tout petit et les résultats, ils arrivent plusieurs semaines après qu'on ait commencé. Ça peut prendre quelques semaines, mais ça peut être très rapide. Après, pour ma part en tout cas, et je pense que tous mes collègues comportementalistes procèdent ainsi, quand on a un premier contact avec un client, que ce soit par mail ou par téléphone, de toute façon on explique. On explique quelle est la démarche, on explique bien qu'on n'a pas une télécommande magique qui va nous permettre de venir et de formater le chien. On n'appuie pas sur un bouton caché derrière ses oreilles pour qu'il cesse de détruire ou pour qu'il soit propre du jour au lendemain. Donc évidemment, ça prend un petit peu de temps, mais les personnes qui vont faire cette démarche de faire appel à un professionnel sont généralement des personnes qui ont déjà pris des conseils auprès d'un vétérinaire, ont déjà tenté de faire beaucoup de choses par eux-mêmes, ont déjà appliqué des conseils qu'on peut trouver par Internet, qui peuvent être de très bons conseils, hein, je ne dis pas le contraire, mais la clé du succès, c'est d'avoir une approche qui est individualisée. Donc s'il y avait la liste des commandements que tout propriétaire de chien peut appliquer à titre préventif et que ça permettait de proscrire tous les problèmes, ça serait fantastique si vous voulez. Mais malheureusement, on n'en est pas là. Oui, puis après, il faut aussi voir que le chien, ça a un comportement comme chaque être humain aurait son caractère. Chaque chien est unique, donc on ne peut pas prendre une seule méthode qui pourrait marcher sur chaque chien de la même façon que les gens ne vivent pas pareil. Bien sûr. Voilà. Ce qui est important et ce que les gens oublient parfois, ce que beaucoup de monde oublie parfois, c'est que le chien, ça reste un animal et qu'à la base, on l'a sélectionné pour des aptitudes particulières. S'il existe autant de races, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'on a voulu donner à chaque race des aptitudes physiques, mentales. On a voulu leur donner un travail. Donc, quand on adopte un chien de chasse comme un petit Jack Russell, par exemple, qui est un chien à la base de chasse, comme je l'ai dit, qui a beaucoup de tempérament, qui est capable de rentrer dans un terrier pour aller attaquer un blaireau, ou qui est capable d'aller sur un sanglier, il faut bien se dire que ce chien-là, il est tenace. C'est des chiens qui peuvent aller à la chasse et se défouler pendant 6 ou 7 heures dans la journée. Donc ce petit chien-là, tout petit, tout mignon, si on l'a à la maison et qu'on espère lui donner une demi-heure d'activité dans la journée et que le reste du temps, il soit sur son panier immobile à attendre sagement qu'on daigne s'occuper de lui, ça ne peut pas fonctionner. Donc on a des chiens qui ont des besoins vitaux évidemment, hein, ça on ne va pas en parler parce que tout le monde le sait, mais le chien il a aussi des besoins qui sont propres à sa race et puis aussi à son individualité. Dans une race, je parlais du Jack Russell, mais on peut prendre même le berger australien, qui est un chien qu'on voit beaucoup actuellement. On a un berger australien qui est par définition un chien de berger, donc un chien de travail, qui a de très grandes aptitudes à l'obéissance parce qu'ils ont de très grandes capacités cognitives. Ils peuvent apprendre énormément de commandes, ils peuvent apprendre beaucoup d'ordres, mais c'est des chiens qui ont un besoin d'activité important. Voilà. Maintenant, dans cette race-là, on va avoir des individus différents. On peut avoir des individus plutôt pantouflards et on peut avoir des individus qui vont avoir un grand
grand besoin d'activité physique. Donc forcément, un berger australien n'est pas un autre, mais ça reste avant tout un chien. Oui. Ça reste avant tout un chien de berger, donc il y a un besoin d'activité très important. Et en fonction de son individualité, il peut avoir besoin plutôt d'avoir beaucoup d'activités masticatoires, si c'est un chien qui aime bien mâchouiller. Il peut avoir besoin de creuser, si c'est un chien qui a loupé sa vocation de chien de terrier. Voilà, on a des chiens qui vont vocaliser beaucoup, des chiens qui vont mâchouiller, des chiens qui vont avoir besoin d'activités plutôt mentales, des chiens qui vont avoir besoin de courir. Chaque chien est différent, donc en laissant de côté l'aspect génétique et la race, il faut aussi s'atteler à comprendre ce chien-là spécifiquement et savoir quels sont ses besoins pour y répondre. D'accord, et d'où l'importance de considérer vraiment le système global autour du chien, son environnement, sa famille, pour vraiment bien comprendre d'où vient le problème et le régler au mieux. C'est ça. Bon, c'était super complet tout ça. Je te remercie infiniment Audrey, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses et on se rejoint très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut! À bientôt!